Commençons sur l'histoire des ordinateurs. L'histoire des ordinateurs commence au milieu du XXe siècle. Si les premiers ordinateurs ont été réalisés après la Seconde Guerre mondiale, leur conception repose sur le résultat de divers prototypes tels que l'Harvard Mark I et le Z3. Machine électromagnétique, programmable, commencée en 1939 et surtout de deux calculateurs électroniques, le Colossus et du service de cryptanalyse britannique en 1943, l'ENIAC en 1945. À l'arrière-plan, on peut mentionner les théories comme la machine de Turing, très importante cette partie, qui est quand même le premier on le verra plus tard, ou des combinaisons de techniques bien plus anciennes comme les premières machines à calculer mécaniques. Et enfin, les premières machines à tisser automatisées par la lecture de cartes et de rubans perforés. Précurseur, premier outil de calcul. Depuis des milliers d'années, l'homme a créé, fabriqué et utilisé des outils pour l'aide à calculer. Les premiers pourraient être de simples notations de grandeur telles que l'os d'Ishango, également appelé bâton d'Ishango, sont des artefacts archéologiques découverts au Congo et datés de peut-être 20 000 ans, selon certains auteurs. Il pourrait s'agir de la plus ancienne attestation de la pratique de l'arithmétique dans l'histoire de l'humanité. Donc, dont l'interprétation est néanmoins toujours très controversée. L'un des premiers outils naturels utilisés par la plupart des premières sociétés furent peut-être la main, ainsi que d'autres parties du corps comme l'auxiliaire au calcul. Puis apparaissent les entailles dans le bois, les entassements de cailloux, les coquillages ou l'osselet. Le mot calcul provient d'ailleurs du mot latin, qui signifie caillou, prenez-en de la graine. Le premier exemple d'outil complexe est l'abaque, qui connaît diverses formes jusqu'au boulier, toujours utilisé en Chine et en Russie. Le boulier, c'est cette image ici. Calculateur analogique. Calculateur analogique est un calculateur qui utilise les mesures physiques continues pour modéliser un problème à résoudre, tel que le passage du temps, le déplacement d'un véhicule ou le déplacement des planètes. Cependant, un calculateur n'est pas une machine à calculer dont les touches sont toutes indépendantes, toutes étant liées par les règles de l'arithmétique. Lorsque les conditions initiales d'un calculateur analogique sont saisies, il n'est plus modifié que par l'action continue de son stimulateur, manivelle, pendule, roue, etc. Un calculateur analogique produit toujours le même résultat pour des conditions initiales identiques. Selon le physicien américain, la machine anticitaire est un calculateur analogique le plus ancien connu. Alors qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs, la machine d'anticitaire? Ok, est considéré comme le premier calculateur analogique antique permettant de calculer les positions astronomiques, mécanisme de bronze. Oh, c'est quand même beau, hein. Ce mécanisme à engrenage de bronze synthétise l'ensemble des connaissances astronomiques accumulées par les savants grecs, permettant, entre autres, de prévoir la date et l'heure des éclipses lunaires et solaires des siècles à venir. Les algorithmes et logarithmes, les algorithmes les plus anciens sont attestés par des tables datant de l'époque d'Hammurabi, un roi de Babylone faisant partie de la première dynastie babylonienne, régnant de 1792 à 1750. Okay. Vers 300 avant Jésus-Christ, les algorithmes plus généraux ont été publiés par des mathématiciens grecs de l'Antiquité, notamment Euclide et Érastostène. Vers le 8e siècle, Mohamed, je ne vais pas tout lire, fonde supposément la théorie des algorithmes et forge le terme algèbre, qui signifie la compensation. La méthode algébrique, proprement dite, remonte à Diophante d'Alexandrie, qui est un mathématicien de langue grecque. Ensuite, en 1617, John Napier invente une sorte d'abaque perfectionné. Sa formulation des logarithmes démontre la multiplication et la division peuvent se ramener à une série d'additions. Cela permet en 1625 à William Oughtred de développer la règle à calcul, qui est utilisée par de nombreux ingénieurs jusqu'à l'apparition des calculatrices de poche. Règle à calcul, oui, on en voit déjà, c'est toujours utilisé d'ailleurs. Je pense ainsi, une grande partie des calculs nécessaires au programme Apollo ont été, dit-on, effectués avec des règles à calcul. Premier calculateur mécanique, en 1609. Guidobaldo del Monte a fabriqué un multiplicateur mécanique pour calculer les fractions de degrés, basé sur un système de 4 engrenages. La rotation d'un index sur un cadran correspond à 60 rotations d'un autre index sur un cadran opposé. Grâce à cette machine, les erreurs de calcul des premiers, deuxième, troisième et quatrième degrés peuvent être évitées. Il est le premier à documenter l'utilisation d'engrenages pour le calcul mécanique. Une horloge à calculer a été dessinée en 1623 par William Sicard, professeur d'astronomie et de mathématiques à l'université de Heidelberg. Ce dispositif, baptisé horloge à calcul, aurait pu exécuter mécaniquement les additions et les soustractions, et presque aussi facilement les multiplications et les divisions, mais on ignore s'il a vraiment été construit, et surtout s'il était assez fiable pour être utilisé au-delà de la démonstration. Blaise Pascal, indépendamment de Sicard, qu'il ne connaissait probablement pas, réalise en 1642, à l'âge de 19 ans, une machine à calculer. Cette présentation d'une machine arithmétique ayant été attestée par des témoins dignes de foi, Pascal est crédité de l'invention de la machine à calculer, la pascaline, que l'on voit ici dans l'image d'ailleurs.
Une pascaline signée par Pascal en 1652 est visible au musée des arts de métier. Bon, ça on s'en fout, une reproduction, ok. Sa machine effectue les 4 opérations arithmétiques sans utiliser l'intelligence humaine, mais multiplication et division sont effectuées par répétition. La pascaline est améliorée par Samuel Morland en 1673. Gottfried Machin qui perfectionne le principe pour la rendre capable d'effectuer des multiplications, des divisions et même des racines carrées. Le tout par une série d'additions sous la dépendance d'un compteur. Système binaire, ils disent le retour. Alors on va découvrir pourquoi. Leibniz est un scientifique, philosophe, mathématicien, logicien, il est presque tout à la fois, est le premier à réaliser la simplicité du système de numération binaire, vieux de plus de 4000 ans. Voilà pourquoi ils disent le retour. Ils le disent peut-être, le système binaire est le système de numération utilisé en base de 2. On nomme couramment le bit, les chiffres dont la numération binaire positionnelle. Un bit peut prendre 2 valeurs notées par 1 et 0. Dans les opérations arithmétiques. Très bien. Thomas Fonet-Lanier, un contemporain de Leibniz, remarqua qu'en arithmétique binaire, les multiplications et divisions s'exécutent par de simples additions et soustractions. Tout se passe comme si les nombres étaient leur propre logarithme. Le système binaire est parfaitement adapté aux opérations logiques et arithmétiques et sera utilisé dans les futurs ordinateurs, soit sous forme de binaire pur pour les machines scientifiques, soit sous forme de décimales codées binaires. Ou DCB. Bon, bref, ça on s'en fout. Néanmoins, jusqu'en 1945, la plupart de la dizaine des machines construites furent basées sur le système décimal, plus difficile à implanter. Première machine programmable, et là on commence à se rapprocher encore plus de l'ordinateur, déjà à partir du système binaire. La principale marque d'un ordinateur est sa programmabilité. Celle-ci permet à l'ordinateur d'émuler toute autre machine à calculer en changeant la séquence des instructions disponibles. Métier à tisser, en 1725, Basile Bouchon, un Lyonnais, met au point, et oui, cocorico, met au point le premier système de programmation d'un atelier à tisser grâce à un ruban performé. En 1728, Jean-Baptiste Falcon, son assistant, remplace le ruban par une série de cartes perforées reliées entre elles. Jacques Vaucanson reprend cette idée en remplaçant le ruban et cartes perforées par un cylindre métallique. Et enfin, Joseph-Marie Jacquard lit le tout dans son métier à tisser, qui fut adopté dans le monde entier et qui démontra qu'une machine pouvait être minutieuse, constante et indépendante. On peut penser un peu ce cylindre métallique à la boîte à musique, les boîtes à musique où on tourne avec la manivelle. Voilà, ben c'est une sorte de programme. Machine à calculer programmable. En 1834, Charles Babbage, passionné par le métier Jacquard, propose une machine mécanique à calculer, très évoluée, la machine analytique. Peut-être une image est une machine à calculer programmable imaginée en 1834. Ah, si on a une image, c'est quand même bien complexe. Effectivement, et ça devait être énorme. La machine qu'il conçoit devait permettre de résoudre n'importe quelle équation et d'exécuter des opérations les plus compliquées de l'analyse mathématique. C'est un calculateur mécanique programmable fonctionnant à la vapeur. Il utilise des cartes perforées pour les données et ses instructions. Bien que la théorie et le projet technique de Babbage aient été remarquablement pensés, bien qu'il en ait confié la réalisation à un atelier capable de produire des pièces mécaniques de précision voulue, et bien qu'il ait soutenu au début par l'Académie des sciences britannique, Babbage finit par passer son constructeur comme ses financeurs par son arrogance et ses changements de plans successifs. La construction de cette machine analytique, pas plus que les précédentes, n'aboutit. Ok. Évolution des machines à calculer. En 1885, les calculateurs sont dotés de claviers qui facilitent l'entrée des données. Par la suite, l'électricité permet de motoriser les calculateurs mécaniques et de remplacer certains mécanismes par de l'électromécanique. Et donc là, on va passer à l'essor de l'informatique. Fin du 19e siècle, le recensement de la population des États-Unis en 1880 prend 7 ans. Précisément 7 ans, 2 mois et 13 jours à analyser. Un appel d'offres pour un système d'analyse plus rapide est lancé avant le recensement de 1890. Des 3 offres soumises, c'est la solution d'Hermann Hollerith qui est choisie car elle utilise des cartes perforées qui la rendent 2 fois plus rapide que les 2 autres qui utilisent un système de cartes de couleur. Hermann Hollerith travaille pour le bureau de recensement de 1890 à 1894. Puis en 1896, il crée The Tabulating Machine Company, qui sera l'une des 3 compagnies dont la fusion est à l'origine d'IBM. Et oui, IBM, International Business Machine Corporation, connue sous le son d'IBM, est une entreprise multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, de logiciels et des services informatiques. Hermann Hollerith utilise pour les statistiques le principe de la carte perforée rendue populaire par le métier à tisser de Jacquard. Début du XXe siècle, à la faveur de l'augmentation de portée considérable des pièces d'artillerie embarquées, les calculateurs d'un type nouveau se développent dans la marine de guerre britannique. Les systèmes de conduite de tir, qui permettent de centraliser le feu
Contre un bâtiment ennemi en mouvement, il constitue l'association d'un système d'acquisition, le gyroscope, et d'un système de calcul, l'analyseur différentiel. Le report des résultats d'impact sur une carte, d'abord manuelle, devient électrique et donne naissance au premier pupitre de tir. Bon voilà, on va pas tout lire non plus. Frédéric Rossingbull dépose un brevet pour une tireuse enregistreuse additionneuse combinée à carte perforée qui donnera naissance à une gamme de matériel concurrente d'IBM. Le survol du XXe siècle permet d'avancer plusieurs raisons à l'essor fulgurant de l'informatique, les progrès dans la réflexion et les fondements de la logique, les progrès de l'électronique, la mobilisation des moyens militaro-industriels au moment de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, passons au calculateur analogique. Tout à l'heure, on a vu, il y avait là une différence entre analogique. Et alors, avant la Seconde Guerre mondiale, les ordinateurs analogiques, qu'ils soient mécaniques ou électriques, sont considérés comme le dernier cri de la technologie, et beaucoup pensent qu'ils sont le futur de l'informatique. Ces ordinateurs analogiques permettent des quantités physiques telles que la tension, le courant ou la vitesse de rotation des axes pour représenter les nombres. Ainsi, ils doivent être reprogrammés manuellement à chaque nouveau problème. Leur avantage par rapport aux premiers ordinateurs numériques est leur capacité à traiter des problèmes plus complexes au moyen d'une certaine forme de parallélisme. Donc on a un exemple ici, les calculateur stochastique, peut-être une image, pas du tout, dommage, où la grandeur physique est remplacée par une probabilité, paraissent sur le moment être l'avenir du calculateur analogique. Ils sont en effet bon marché, on s'en fout. Première génération d'ordinateurs, c'est ici 1936-1956. En 1936, la publication d'un article de logique mathématique On Computable Numbers with an Application to the Turing Problem, je ne sais pas lire l'allemand, constitue, avec d'autres recherches fondamentales menées notamment par H. Church et Kay Godel, un cadre théorique qui intéressera plus tard les fondateurs de la science informatique. Mais il n'a guère d'influence sur la conception des premiers calculateurs programmables. La machine de Turing est une abstraction modélisant un être calculant pour démontrer une proposition de logique pure et n'a rien à voir avec un projet de machine. Ok, la machine Turing, quand même, ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu. Est un modèle abstrait de fonctionnement des appareils mécaniques de calcul, tel un ordinateur. Ce modèle est imaginé par Alan Turing en vue de donner un algorithme, mais il me semblait qu'il y avait une photo, donc en fait non, c'est juste un mode de calcul. Voilà. Bien. C'est une abstraction modélisant un être calculant. L'ère des ordinateurs modernes commence avec les grands développements de la Seconde Guerre mondiale. Les circuits électroniques, tubes à vide, condensateurs et relais remplacent leur équivalent mécanique et le calcul numérique remplace le calcul analogique. Les ordinateurs conçus à cette époque forment la première génération d'ordinateurs. Vers 1954, les mémoires magnétiques, Tor de ferrite pour la mémoire vive, bande, ensuite disques amovibles puis fixes pour la mémoire de masse, supplantent toute autre forme de stockage et sont dominantes au milieu des années 1960. De nombreuses machines électromécaniques sont construites avec des capacités diverses. Elles n'ont aucun impact limité sur les constructions à venir. Alors, les premiers calculateurs programmables. En 1938, Konrad Zuse commence la construction des premières séries Z. Les calculateurs électromécaniques comportant une mémoire et une programmation limitée. Zuse est soutenu par la Wehrmacht, qui utilise ces systèmes pour des missiles guidés. Ne fonctionne jamais vraiment correctement, mais donne à son inventeur l'expérience nécessaire pour développer d'autres modèles. Désormais, avec l'appui de l'industrie et de l'armée, les séries Z sont les précurseurs de nombreuses avancées technologiques, telles que l'arithmétique binaire et les nombres en virgule flottante. On commence à rentrer beaucoup plus dans de la mathématique. Durant la même période, en 1938, ces deux scientifiques de l'université de l'Iowa développent l'ordinateur Atanasoff-Berry, les premiers calculateurs électromagnétiques numériques automatiques. Un additionneur à 16 bits. Cette machine a pour but de résoudre les systèmes d'équations linéaires. La mémoire est stockée à l'aide d'un condensateur fixé à un tambour rotatif. En 1939, achève l'ABC, Atanasoff-Berry Computer, composé de lampes et de tambours pour la mémoire. Il est construit pour résoudre les systèmes d'équations binaires, bien que n'étant pas programmable. Il repose sur 3 idées propres aux ordinateurs modernes: l'utilisation d'un système binaire, la séparation entre calcul et mémoire, l'utilisation de composants électroniques plutôt que des éléments mécaniques. En 1940, au Bell Laboratory, achève le complexe le Number Calculator, ou modèle 1, calculateur à base de relais téléphoniques, et la première machine à la distance via une ligne téléphonique qui permet de réaliser une multiplication en 1 minute. Oh, c'est quand même une dinguerie. En 1941, Konrad Zuse construit le Z3. Apparemment, ça c'est quand même une machine hyper connue. C'est un calculateur à relais électromagnétique conçu par la... Oui, ok, ce calculateur était la première machine programmable pleinement automatique, ce qui en ferait le premier ordinateur du monde. Utilisant 2600 relais du coup de téléphone,
lit les programmes sur bande magnétique et fonctionne parfaitement. Ce qui en fait le premier, du coup, calculateur programmable fonctionnel, utilise l'arithmétique bénière et les nombres à virgule flottante. Le Z3 peut enregistrer 64 nombres à 22 bits à une fréquence de 5,33 Hz et réalise 4 additions par seconde et ou 15 multiplications par minute. C'est quand même énorme. A posteriori, il sera déterminé qu'il est Turing complet, bien que rien n'indique qu'il a été conçu pour cela. Très peu de spécialistes du calcul ont entendu parler d'Alan Turing à l'époque. Ah, dommage. En 1944, le Harvard Mark I est mis au point par Howard Aiken de chez IBM, mathématicien américain. C'est une machine de calcul décimal qui lit les programmes depuis une bande de papier. Elle pèse 5 tonnes, quand même énorme, et occupe une place de 37 mètres carrés. Elle est composée de plusieurs calculateurs qui travaillent en parallèle et réalisent 3 opérations sur 23 chiffres par seconde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni fait de grands efforts à Bletchley Park pour déchiffrer les codes de communication militaire allemand, le principal système de chiffrement allemand, Enigma. Voilà, Enigma est une machine électromécanique portative servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information. Elle fut inventée par l'allemand Arthur Scherbius, reprenant un brevet du néerlandais Hugo Machin datant de... on connaît tous un petit peu Enigma. En tout cas, il y a un film qui existe, si jamais ça vous intéresse, sur Alan Turing, qui explique très bien. Est attaqué avec l'aide de machines appelées bombes, créées par les services secrets polonais et améliorées par les Britanniques, qui permettent de trouver les clés de déchiffrement après que d'autres techniques en ont réduit le nombre possible. Les Allemands créent également une autre série de systèmes de chiffrement appelés Fish par les Britanniques, très différents d'Enigma. Pour casser ces systèmes, le professeur Max Newman et ses collègues développent Colossus. Colossus est une série de calculateurs électroniques fondés sur système binaire. Il n'est pas Turing complet. À la fin de la guerre, du fait de leur importance stratégique, la plupart des exemplaires sont détruits, le reste continuant à servir dans le plus grand secret. En 1945, le Z4 de Konrad Zuse est achevé, ETH de Zurich. Voilà. Le Colossus est la première machine totalement électronique. Elle utilise uniquement des tubes à vide et non des relais. Elle compte 2000 et lit des rubans perforés à la vitesse de 5000 caractères par seconde. C'est quand même énorme. Petit à petit, il y en a de plus en plus de chiffres. Colossus implémente les branchements conditionnels. 9 machines sont construites, etc. Il en a un MK1, MK2, MK3. L'existence de cette machine est tenue secrète jusque dans les années 1970, ce qui explique pourquoi de nombreuses histoires informatiques n'en font pas mention. Ah, ok. Winston Churchill aurait personnellement donné l'ordre de leur destruction en pièces de moins de 20 cm pour conserver le secret. Une copie de cette machine est reconstituée en 1994 et 1995 et fonctionne aujourd'hui exposée au muséum de Bletchley. Colossus. Ah, on va quand même rechercher vite fait Colossus. Calcul. Ordinateur. Voilà, bon, bah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Très bien. Premier ordinateur. En septembre 1945, Presper, Eckert et John William Moseley achèvent l'ENIAC. Gros calculateur Turing complet, bon, tout ce qu'on appelle Turing complet en logique, s'il possède un pouvoir expressif au moins équivalent à celui des machines de Turing. Système, il est donc possible de programmer n'importe quelle machine de Turing. C'est quand même une base. Il avait été commandé en 1943 par l'armée américaine afin d'effectuer des calculs de balistique. ENIAC utilisait des tubes à vide et faisait des calculs de système décimal. Malgré la véhémence de ses détracteurs qui arguaient de sa fragilité, il était très fiable pour l'époque, calculer plusieurs heures entre deux pannes. La machine est également célèbre pour les dimensions physiques. Imposant, ok. 30 tonnes, 167 mètres carrés, et consommait une puissance de 160 kW. C'est quand même énorme pour l'époque, hein. Fonctionnait 100 kHz, était composé de 20 calculateurs. Ok, ouais, c'est énorme. À partir de 1948, apparurent les premières machines à architecture de von Neumann. Contrairement à toutes les machines précédentes, les programmes étaient stockés dans la même mémoire que les données et pouvaient ainsi être manipulés comme des données. La première machine utilisant cette architecture est le SSEM, construit à l'université de Manchester la même année. Fut suivi ensuite par le Manchester Mark en 1949. Ensuite, à Cambridge, développa l'ETSAC, inspiré de tout ça. Bon, on voit quand même que c'est des gros calculateurs. Contrairement à l'ENIAC, qui utilisait les calculs en parallèle. En 1950, naquit le premier ordinateur soviétique, le MESM.
sous direction de Sergei Lebdev, Institut d'électrotechnologie de Kiev. Ah, ils ont mis Kiev en Russie, hein, ils viennent de le dire. Soviétique, ah non, pardon, j'ai dit soviétique, ok. J'ai mal lu, j'ai mal compris. En février 1951, le premier modèle, version commerciale du Manchester Mark I est le premier ordinateur commercial de l'histoire. C'est lequel? Est-ce qu'il y a une photo? C'est celui-ci. Ah non, c'est une carte logique. 4 mois plus tard, Eckert et Malochy, Remington, Univac. On va aller un petit peu plus loin. Ah, en avril 1952, IBM produit son premier ordinateur scientifique, l'IBM 701. On va peut-être pas non plus tous les lire. Je regarde vite fait. Voilà, deuxième génération. Je pense que c'est plus intéressant déjà là. Deuxième génération d'ordinateur est basée sur l'invention du transistor en 1947. Transistor, ça ressemble à ça. Ça a permis de remplacer le fragile et encombrant tube électronique qui ressemble à ça, ou appelé tube à vide, par un composant plus petit et fiable. Les ordinateurs composés de transistors sont considérés comme la deuxième génération et ont dominé l'informatique dans la fin des années 1950 à 1960. Toutefois, la notion de génération, qui est à l'origine de l'argument commercial, est contestée. Voilà, donc Maurice Wilkes inventa la microprogrammation, désormais universellement utilisée dans la conception des processeurs, le jeu d'instructions. Voilà, les processeurs, c'est ce qu'on a, hein, par exemple, dans nos ordinateurs actuellement. En 1956, IBM sortit le premier système à base de disque dur, le RAMAC 305. Alors, disque dur et RAMAC 305, donc voilà, c'est ces gros ordinateurs qu'on voit en photo. Contre les 50 disques, 24 pouces de métal, 100 pistes et enregistré 5 mégaoctets. Putain, c'est très très peu hein, par rapport à actuellement. Mais écoutez, 10 000 € par mégaoctet. Waouh, c'est dingue. Le premier langage de programmation universel de haut niveau a été implanté par le Fortran. Fut aussi développé par IBM. Bon, ensuite, on va peut-être pas lire. Je vois pas, c'est que des IBM. Quand même des gros calculateurs. On passe à la troisième génération de 1963 à 1971, premier ordinateur à circuit intégré. La troisième génération est celle de ceux à circuit intégré qui ont été inventés par Jack Kilby en 1958. C'est à partir de cette date que l'utilisation de l'informatique est exposée. Les premiers ordinateurs utilisant des circuits intégrés sont apparus en 1963. L'un de leurs premiers usages a été dans les systèmes embarqués, notamment par la NASA dans l'ordinateur de guidage d'Apollo et par les militaires dans le missile balistique intercontinental LGM-30. Ensuite, bon, la série 360, c'est quand même des grosses machines, hein, encore. Le PDP-8, premier mini-ordinateur à grand succès de la société digitale, machin. Et enfin, on va commencer à toucher quelque chose qu'on connaît un petit peu plus. En 1966, Hewlett Packard entre dans le domaine des mini-ordinateurs universels avec son HP 2116. C'est quand même un ordinateur un peu spécial. Fonctionnant avec une mémoire 16 bits à tort. Celui-ci supportait deux nombreux langages, dont l'Algol et le Fortran. Je ne connais pas du tout. C'est de l'algorithme. Ok, c'est du langage mathématique. En 1966, le gouvernement français lance le plan de calcul destiné à assurer l'indépendance du pays en matière d'ordinateurs. En 1969, Data General vend 50 000 ordinateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit très important cette phrase du coup. Hein. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même une phase de calcul qui était de plus en plus importante sur tous les pays. Et la France s'est mise dedans en tout cas. Data General, 50 000 ordinateurs, bon, on va peut-être pas le lire. À la même époque, Philips, marque hollandaise de produits grand public, je croyais que c'était américain d'ailleurs, lance une série d'ordinateurs du type 360 pour concurrencer IBM. Ils sont plus rapides et largement plus fiables, c'est-à-dire assez peu. Mais comme ils utilisent un système d'exploitation spécifique, ils disparaissent rapidement du marché. Siemens et Digital Equipment tentent de supplanter IBM sur ce créneau du 360, mais sans grand succès. Mini-ordinateurs à partir de 1972 est une innovation qui devient significative vers la fin de 1970. Du coup, il apporte la puissance de l'ordinateur à des structures décentralisées, non seulement grâce à un encombrement plus commode, mais aussi en élargissant le nombre de constructeurs. Alors, on va essayer de regarder si 1972, réseau de Cyclades français, est développé par à l'IRIA, en soutien avec la délégation de l'informatique dans le plan du cadre du plan du calcul qu'on a vu au-dessus. Présente la distribution de systèmes architecture, ce réseau numérique, permet de partager les ressources informatiques des centres universitaires et des grandes organisations comme EDF, Commissariat Atomique. On commence à parler de calcul distribué. À partir de là, la conception de grands systèmes était concurrencée par les mini-ordinateurs en réseau comme le PDP-8, Mitra ou le Mini 6.
États-Unis, IBM et DEC créent des architectures SMA et DECnet, profitant de la numérisation du réseau ATT. En 1972, Hewlett Packard lance le HP 3000, mini-ordinateur fonctionnant, ah oui, ça commence à être beaucoup plus petit, fonctionnant en multitâche et en temps réel. Ensuite, est-ce qu'on peut regarder en 1972, série de mini-ordinateurs, 4e génération de 1971 à la fin 1980. La définition non universellement acceptée associe le terme de 4e génération à l'invention du microprocesseur. Microprocesseur, c'est tout petit en pratique et à la différence des autres changements, génération, celle-ci constitua plus une révolution qu'une révolution. Les circuits s'étaient miniaturisés de plus en plus depuis l'invention du circuit intégré. On va peut-être pas lire, c'est pour cette raison que certains considèrent que les générations sont devenues des types de logiciels. Microprocesseur, donc ça on a vu. Oh, et l'entrée d'une autre entreprise qu'on connaît. Le 15 novembre 1971, Intel dévoile le premier microprocesseur commercial, le 4004, qui est ici en photo. C'est peut-être pas ça, non c'est celui-ci. Hop, 4004, c'est celui-ci plutôt. Il a été développé pour Busicom, un constructeur japonais. Un microprocesseur regroupe la plupart des composants de calcul, horloge et mémoire mise à part pour des raisons techniques sur un seul circuit couplé à un autre produit. La puce mémoire du microprocesseur permet une diminution nouvelle des coûts. 4004 ne réalisait que 60 000 opérations par seconde, mais la puissance de ses successeurs répondit à la loi de Moore. La loi de Moore sont les lois empiriques qui sont traitées à l'évolution de la puissance des calculs des ordinateurs et de la complexité du matériel informatique. Supercalculateurs, les superordinateurs intègrent aussi souvent les microprocesseurs. En 1976, Cray One fut développé par Seymour Cray qui avait quitté Control Data pour créer sa propre société. Voilà, c'était un des premiers ordinateurs à mettre en pratique le traitement vectoriel. On va peut-être pas aller jusque-là non plus. Parmi ses clients, la France, l'école polytechnique, Michelin, Peugeot. Contrôleur de communication aussi, blablabla, ordinateur personnel, voilà. Ça aurait été ici. En 1973 est présenté le premier micro-ordinateur, le Micral, conçu par François Gernel de la société R2E, dirigé par André Turon-Tronté. Micral, François Gernel, est donc un ingénieur informaticien français. Ok, donc c'est français, Cocorico, eh oui, bravo. Basé sur le premier microprocesseur, l'Intel 8008, 8 bits, ses performances en font le plus petit ordinateur moderne de l'époque. 500 kHz. Correspondant à son prix 8500 francs, la machine a été développée pour un laboratoire d'agronomie qui ne pouvait s'offrir un mini-ordinateur dès que... Elle est rapidement mise en production industrielle, annoncée dans la presse professionnelle française et américaine, présentée au CICOB et vendue pour équiper les installations chimiques ou les péages d'autoroute. Ah oui, de nouvelles versions seront développées ensuite, au total, une vingtaine de machines multi-utilisateurs, parfois microprocesseurs, sous système d'exploitation en temps réel, Prologue. Le succès, nécessitant de nouveaux capitaux, R2E passe sous le contrôle de Boulle. À partir de 1976, en 1982, la conversion de Boulle à la compatibilité d'IBM provoque le départ de l'ancienne équipe qui fonde de nouvelles entreprises de micro-informatique. Au CICOB, j'ai même pas vu, CICOB c'est quoi? C'est les sociétés de l'industrie, du commerce, de bureaux. Est également apparu un micro-ordinateur allemand, le DEHL, comprend une unité centrale, bon on va peut-être pas regarder non plus dans le détail, etc. En 1975, Altair 8800. C'est un micro-ordinateur basé sur des microprocesseurs aussi, pareil, de 1800. J'essaie d'aller voir quand même un petit peu plus intéressant. Steve Wozniak, qui présentait régulièrement le Homebrew Computer Club, conçoit l'Apple One, doté d'un processeur de technologie. On va peut-être regarder un petit peu avant... Parce qu'il faut savoir que Apple, il était au même moment qu'avec IBM et puis Hewlett Packard aussi. Voilà, on va reprendre quand même ce parti-là, 8800, développé par des amateurs frustrés par la faible puissance et le peu de flexibilité de quelques ordinateurs en kit existants sur le marché à l'époque. C'est certainement le premier ordinateur personnel en kit, produit en masse. Il est le premier ordinateur à utiliser un processeur Intel 8080, pardon. L'Altair inaugura le bus S100. C'est un énorme succès, de 10 000 unités vendues. L'Altair inspire le développement de logiciels à Bill Gates et à Paul Allen, qui développent un interpréteur basique pour cette machine. En 1975, sort aussi l'IBM 5100, machine... Ouh, ça commence à ressembler un petit peu à ce qu'on se connaît. Machine totalement intégrée avec son clavier et son écran qui se contente d'une prise de courant pour fonctionner.
Toujours en 1975, le fabricant de terminaux programmables TRW se rend compte que son terminal DataPoint 2200 à disquette est un ordinateur si on équipe un langage évolué basique et un système d'exploitation, et commence à le commercialiser comme tel en inventant le premier réseau local pour micro, ArcNet. Le système commercialisé en France sera cependant jamais proposé au public. De nombreux amateurs tentent à cette époque de créer leur propre système. Ces passionnés se rencontrent lors de réunions au Homebrew Computer Club, où ils montrent leur réalisation. Un club d'informatique de la Silicon Valley en 1975 et 1988. Des passionnés d'informatique s'y retrouvaient régulièrement. Les plus célèbres d'entre eux sont Steve Jobs, Steve Wozniak, fondateur d'Apple Incorporation. Des passionnés d'informatique. Où ils montrent leur réalisation, comparent leur système et échangent des plans ou des logiciels. Certains de ces amateurs s'intéressent à construire quelque chose de prêt à l'emploi, que monsieur tout le monde puisse s'offrir. En 1976, donc c'est là où entre Steve Jobs et Steve Wozniak, qui fréquentaient régulièrement le Homebrew Computer Club, conçoit l'Apple One, doté d'un processeur MOS technologique 6501 à 1 MHz. Il vend avec Steve Jobs environ 200 machines à 666 unités. Il est doté d'un microprocesseur et d'un clavier. Ça, c'est le Apple II. C'est le deuxième. En 1977, il sort l'Apple II. D'ailleurs, il y a peut-être une photo du Apple One. Peut-être pas regarder. Malgré son prix élevé, environ 1000 $, il prend rapidement l'avantage sur les deux autres machines lancées la même année, le TRS-80 et le Commodore PET. Ouais, c'est quand même des vieux ordinateurs, mais pour devenir le symbole du phénomène de l'ordinateur personnel, d'une très grande qualité, l'Apple II a de gros avantages techniques sur ses concurrents. Il dispose d'une architecture ouverte, d'un lecteur de disquette et utilise des graphismes en couleur. Grâce à Apple II, Apple domine l'industrie de l'ordinateur personnel entre 1977 et 1983. Plus de 2 millions d'Apple sont vendus, c'est quand même énorme. En 1978, devant le succès d'Apple II, IBM décide de renouer avec le marché de l'ordinateur personnel. Frank Carey confie une équipe, un budget et donne carte blanche à Don Street. Ok, très bien. Tes lunettes. Alors attendez. Alors, ok. En août 1980 sort IBM PC. Qui utilise un processeur Intel 8088. Ok, qu'est-ce que c'est que ça, l'IBM PC? On n'a pas l'ordinateur le plus vendu de tous les temps est le Commodore 64, qui utilise un processeur, qui est dévoilé par Commodore International en septembre 1982, utilise un processeur MOS Technology, ok. Apparaissent les premiers clones compatibles avec l'Apple II. En 1982, Intel lance Intel 80, machin, utilisé par IBM. Apple lance le Lisa, le premier ordinateur personnel doté d'une interface graphique, 68000, un disque dur de 5 MO, 2 lecteurs de disquette et 1 MO de RAM. Son interface graphique s'inspirait de celle du Xerox Star. Xerox, très connu dans tout ce qui est le monde de l'imprimante, et son caractère révolutionnaire pour l'époque, ce fut un échec commercial, principalement à cause de son prix élevé, 10 000. Le 22 janvier 1984, Apple lança le Macintosh, le premier micro-ordinateur à succès utilisant une souris et une interface graphique. Il reprenait plusieurs caractéristiques du Lisa, comme le processeur Motorola 68000, mais pour un prix plus abordable, 2500. Mais pour un prix plus abordable, donc du coup. En 1985 apparaissent deux autres gammes d'ordinateurs utilisant une souris. Il faut savoir que la vraie histoire, c'est Steve Jobs et je me rappelle plus de son nom, ils ont piqué l'idée de la souris à Hewlett Packard, qui, je crois que c'est ça, c'est Hewlett Packard, parce que du coup, ils savaient pas trop quoi en faire, et puis Steve Jobs et son partenaire, ils sont allés voir, et puis les autres ont bien accepté, montré la souris, et puis ils s'en sont vraiment utilisés, alors qu'Hewlett Packard allait pas s'en servir, et ils pensaient que c'était inutile. En 1985 apparaissent deux autres gammes d'ordinateurs utilisant l'Atari ST. Ouh, l'Atari, et oui, effectivement, très très connu en plus, commence dans... Je me demande si c'est pas dans le jeu, mais je sais pas. Effectivement, ça ressemble beaucoup. Et le Commodore Amiga, dont les capacités sonores et d'animation graphique permettront la programmation de jeux vidéo de qualité supérieure sur ordinateur personnel jusque dans les années 1990. Les Commodore disparaissent dans la première moitié des années 1990. Apple perd peu à peu des parts de marché pour se stabiliser à environ 4% des ventes d'ordinateurs dans les années 2000, ce malgré le succès de l'iMac, premier ordinateur conçu par des designers qui s'écoule à plus de 6 millions d'exemplaires. Apple reste cependant le seul fabricant à proposer une gamme d'ordinateurs grand public, ne faisant pas partie des compatibles PC. Parallèlement, le compatible PC s'impose progressivement au grand public à travers des assembleurs tels que Hewlett Packard, Compaq, Dell et NEC, que je ne connais pas d'ailleurs, japonais. L'année 1990 était marquée par la
préparation à la correction du problème de l'an 2000 qui affectait de nombreux logiciels, systèmes d'exploitation compris, qui pour cause place de mémoire disponible codaient les dates avec 2 chiffres, par exemple 99 pour 1999. Ok, la résolution de ce problème c'est faite, ouais, machin. Ordiphone, avec le progrès de miniaturisation, le premier smartphone, l'ABM Simon. Ah, je ne savais pas du tout. En fait, il est quand même vieux, il date de 1992, puis commercialisé en 94. Ensuite, sont développés les PDA, Personal Digital Assistant, comme le Psion ou le Palm Pilot, ou encore le BlackBerry, qui combinait les fonctions d'agenda électronique, le bloc-notes, et ça, moi, je l'ai connu, le BlackBerry, en tout cas. Pas si vieux, moi, je suis né en 91, donc bon, j'étais quand même jeune. En 2014, la 4G est présentée dans plusieurs dizaines de pays, dont la France. Et je pense qu'on va s'arrêter là, mais c'est quand même... il y a quand même cette partie là où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour faire du micro-ordinateur avec Steve Jobs, qui était quand même présent depuis le début pour les micro-ordinateurs. Et donc du coup aussi Bill Gates qui était présent dans cette course en 1900, dans les années 1990. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Ça remonte, moi je pensais que vraiment le début de l'ordinateur, ils allaient commencer à partir de Turing, mais pas du tout, il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus vieux.